maintes années. Voilà, c'est ça. Depuis 2006. Et Pascal, il reste toujours aussi jeune et c'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel est l'élixir de jouvence, mais en tout cas, remarquez quand même. Le vin blanc. Ok. Alors, quelques mots pour vous dire qui est Pascal. D'abord, elle a beaucoup voyagé dans toute sa jeunesse, puisque tous les pays africains, elle les connaît, que ce soit le Cameroun, le Centrafrique, etc., pour aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et elle a fait tout de même ses études supérieures à Paris, pour obtenir l'étude dans le cadre du journalisme, pour obtenir un diplôme d'attaché de presse. C'est bien cela? Oui, attaché de presse et une école de relations internationales d'Ivry. Bon. La voici ainsi bardée pour affronter un public qui possède beaucoup de connaissances. Et, chemin faisant, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'elle n'est pas née dans une famille anonyme, parce que son grand-oncle était le... Bravo! Je vois que quelques-uns te connaissent, Pascal, tu vois. Le père Clément Rimbaud, qui est très connu évidemment à La Réunion, pour avoir été le sauveur, on peut dire, d'un certain nombre de lépreux à Saint-Bernard, puisqu'il a monté la léproserie, et il avait auparavant beaucoup officié à, que je ne dise pas de bêtises, à Nocibé. Nocibé, voilà, c'est ça, merci. Donc son grand-oncle. Et en effet, partant de là, Pascal s'est dit, mais voilà une histoire quand même assez prodigieuse, que celle de mon grand-oncle, il faut donc que je la couche sur papier. De là est née sa vocation d'autrice, écrivaine si vous préférez. J'aime bien autrice, hein. C'est un mot que l'Académie a salué, donc je le réemploie. Alors, il faut ajouter, là j'ai noté pour ne pas dire de bêtises, chacun de ses ouvrages, parce qu'elle en était combien? 5, 6 au moins? Non, 8. Pardon. Oui, c'est ça. Bien. Chacun de ses ouvrages, en tout cas, pour but déclaré de sauver un pan oublié du patrimoine de l'océan Indien et de réhabiliter des mémoires injustement effacées. Par exemple, je viens d'en parler, la léproserie de Saint-Bernard a été mise en valeur avec la biographie du père Clément Rimbaud. Le pénitencier pour enfants de l'île d'État-Guillaume, beaucoup ont participé à cette conférence randonnée avec Pascal pour découvrir donc cette îlette perdue avec l'ouvrage qui est lié, à savoir Graines de bagnard. Voilà. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Je ne saurais trop le recommander. Et puis, vous avez également l'établissement de jeunes malgaches de la ressource qui a été l'objet de ton livre Rihanna. Et enfin, pour ceux que j'ai mentionnés là, le mausolée de Nicole Robinet de la Serve à Saint-André pour le journal d'un franc créole. Et je passe sur tous les autres ouvrages. À ce sujet, je vais me faire battre, voilà, excusez-moi. J'avais fait commander l'ouvrage correspondant à la conférence d'aujourd'hui par le centre culturel de Leclerc, et puis, chemin faisant, j'ai oublié d'aller les chercher. J'en suis confus, vraiment. Et quand Pascal m'a dit où sont les livres, voilà. Alors, ceux et celles qui attendaient de pouvoir s'offrir cet ouvrage-là, ce que je ferai, c'est en apporter lors des prochaines conférences, et vous pourrez donc les acheter. Alors, pour la dédicace, je ne sais pas comment on fera là, c'est tu peux dédicacer en blanc peut-être, sur une feuille de papier, quelque chose comme ça, non? Éventuellement. Il faudra qu'on fasse. Oui. En tout cas, cette même conférence sera redonnée à Saint-Paul, pour ceux qui voudraient se déplacer. La date? C'est jeudi de la semaine prochaine, donc ça fait le 24. Oui. Et je serai en dédicace au centre culturel Leclerc au Portail le samedi 26 après-midi. Voilà. Et aussi, mais là ça fait plus loin pour vous, à la FNAC Sainte-Marie le 5 mars. D'accord. Alors j'ai évoqué donc tous les ouvrages que Pascal a écrits, mais il faut savoir aussi que, allez, je vais employer le mot, elle se démène pour comment dire ça,
la sauvegarde justement du patrimoine de la Réunion, et en particulier, puisque nous parlions tout à l'heure de la léproserie, avec les habitants de Saint-Bernard, elle a monté un petit collectif pour obtenir que le site soit classé au patrimoine des... non, pas le patrimoine. Donc, protégé au titre des monuments historiques. Voilà. Merci Pascal. Ouais. Alors, j'en ai terminé parce que tout de même, il faut qu'elle rentre à Saint-Denis avant que le couvre-feu ne lui tombe dessus, n'est-ce pas? Pas trop, mais bon, on va essayer de passer entre les mailles du filet. Voilà, tu passeras. Donc, le Vasa du Prince, ce soir, est le premier des 2 tomes consacrés à l'aventurier Joseph Lambert, marin breton, parce que je ne l'ai pas dit, mais elle a aussi des ascendances bretonnes. Et donc, marin breton à d'étonnants destins, alliant une ambition démesurée à un indéniable charisme. C'est donc ce que nous découvrons avec toi. Merci Pascal, et à tout à l'heure. Merci à vous. Donc, depuis quelques minutes, je vous ai mis ce portrait de Joseph Lambert, qui est un portrait qui est aux archives départementales de la Réunion. Et ils ont plusieurs portraits de Lambert. Celui-là est très symptomatique du Lambert aventurier, puisqu'il pose devant une carte de Madagascar. La question qu'on me pose assez fréquemment, c'est de savoir comment je suis arrivée sur les traces de ce monsieur. Et j'ai invariablement la même réponse que pour les autres livres, c'est qu'en règle générale, ce n'est pas moi qui choisis les thèmes et les sujets de mes livres, et encore moins les personnages. Je trouve que c'est plutôt eux qui jettent leur dévolu sur moi, en sachant également que j'écris majoritairement sur le 19e siècle, excepté donc la biographie de mon grand-oncle, et que le Vasa du Prince, donc mon dernier livre, plante ses racines dans plusieurs des ouvrages qui ont précédé. Même si la biographie de mon grand-oncle, elle est sur le début du XXe, on trouve quand même des liens avec Joseph Lambert, puisque dans cette biographie de mon grand-oncle, le père Rimbaud, j'abordais la terrible destinée de ceux qu'on appelait, et qu'on appelle encore, les Makoas, à Madagascar et aux Comores, c'est-à-dire tous les anciens esclaves noirs, quelle que soit leur origine géographique d'ailleurs, puisque à la base c'est une origine de Mozambique, mais après le terme est devenu un terme référence. On va y passer. Attendez, je me repère. Hop, voilà. Dans le Graine de Bagnard, le contre-amiral Dupré, que voilà, est évoqué, puisque Dupré était gouverneur de l'île de la Réunion en 1868. C'est lui qui a ordonné la sévère répression des manifestations de 1868 rue de Paris. Et Dupré, avant qu'il ne soit gouverneur de la Réunion, il était, on le retrouve dans le Vasa du Prince, parce que c'est lui qui dirigeait les opérations navales en mer des Indes, et donc c'est donc lui qui a épaulé Joseph Lambert dans ses ambitions malgaches. Et puis il y a également, Yves l'a évoqué, Rihanna. Rihanna, c'est le livre que j'ai écrit sur l'établissement jésuite de la Ressource, près de Sainte-Marie. Et dans cet établissement jésuite, la congrégation avait mis un établissement qui était en fin de compte l'établissement d'origine pour mener à terme leur campagne d'évangélisation de Madagascar. Et ces stratégies ont été étroitement liées aux ambitions de Lambert à Madagascar. À part ces origines communes dans les romans, ce que nous avons en commun, Joseph Lambert et moi, ce sont, on l'a dit, nos origines bretonnes. Lambert, il était originaire de Redon. Alors Redon, on l'ignore un petit peu, mais Redon a été en compétition, entre guillemets, avec l'Orient pour être choisi comme le port de la Compagnie des Indes. De façon assez étonnante, parce que le Redon est dans les terres, mais Redon est rejoint par un fleuve, et donc il y avait beaucoup de la marine marchande allait jusqu'à Redon. Donc il est originaire de Redon. Là je vais vous passer une petite vue actuelle de Redon. Et puis également, sans oublier la passion que Joseph Lambert avait pour Madagascar, parce que ce n'est pas une passion que je partage forcément, puisque mes enfants sont malgaches. Sans négliger également, ça c'est toujours la part un petit peu mystique que j'ai dans les approches de mes livres, la conviction que j'ai eue très tôt que le duc d'Émiens, puisque Lambert a été fait duc d'Émiens, tenait absolument à ce que j'écrive sa biographie romancée.
je tiens à dire biographie romancée plutôt que roman historique, puisque elle est romancée dans le sens où je mets des dialogues, où j'instaure des dialogues, mais où le fond est totalement, est à 95% le fond historique. Lambert, c'était un homme qui était... pardon. Non, mais il y a quelqu'un qui se plaint derrière, je sais pas si Lambert, c'était un homme qui avait des traits de caractère assez étonnants. C'était un ambitieux, un mégalomane, un narcissique, un charmeur. Enfin, beaucoup d'adjectifs peuvent le caractériser. Et pour décrire son ascension totalement fulgurante, il y a 3 points qui sont à souligner plus particulièrement. D'abord, c'était un homme qui s'intégrait totalement dans son siècle. Ensuite, c'était un homme qui avait un flair sans faille pour arriver à cerner les hommes ou les femmes qui pouvaient l'aider dans ses ambitions, la réalisation de ses ambitions. Et puis également, c'était un homme qui détectait tout aussi finement les adversaires qu'il lui fallait abattre. J'aime assez souvent à le décrire comme un Bernard Tapie du 19e siècle. Et j'ai vu dernièrement donc, sur un site qui s'appelle les Clionautes, c'est un site internet qui est animé par des professeurs d'histoire et qui m'ont fait la joie de mettre une critique et un avis sur mon livre. Eux, ils décrivent Lambert comme un Citizen Kane colonial. Et j'ai trouvé que le rapprochement était également intéressant parce que Lambert, ça peut être quelqu'un qui semble aimer l'humanité tout entière, et puis on peut trouver aussi qu'en fait qu'il aime absolument que lui-même, qu'il est autant idéaliste que escroc, que ça peut être un grand homme comme un individu tout à fait médiocre, et en fait tout dépend de celui qui en parle, parce qu'il est vraiment très difficile d'être objectif quand on évoque Joseph Lambert, et je pense que si jamais, en espérant que vous allez le faire, vous allez lire mon livre, je pense qu'à la dernière page, chaque lecteur va avoir une appréciation assez différente sur cet aventurier. Alors, loin de moi la volonté ce soir de vous influencer dans votre appréciation, pas du tout. Je vais plutôt avoir pour but de vous éclairer tout le contexte historique qui a tourné autour de Lambert et les hommes et les femmes qui ont directement ou indirectement façonné sa destinée. Je l'ai dit, Lambert, c'était un homme qui s'intégrait parfaitement dans son siècle. C'est un homme qui était très heureux et très à l'aise dans ce 19e siècle, et plus précisément durant les années de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire de 1848, quand Louis-Napoléon Bonaparte a l'infrastructure tout à fait nouvelle, et puis également en jetant les fondements, ce qui nous intéresse le plus pour le personnage de ce soir, les fondements d'un second empire colonial. Et le Second Empire, en France, il a certainement été le premier régime en France qui a voulu privilégier des objectifs économiques pour apporter des réponses à tous les problèmes sociaux qui agitaient la société française. Et Dieu sait s'il y en avait, puisque ce 19e siècle fait cohabiter à la fois une révolution industrielle extraordinaire avec une misère totale d'une partie du peuple. Et l'homme qui symbolisait tout à fait ce courant de pensée, c'est le comte de Saint-Simon, et plus particulièrement les disciples du comte de Saint-Simon, puisque Saint-Simon est décédé en 1825, et parmi ses disciples, surtout Prosper Enfantin. Et les travaux de Saint-Simon, qui était un précurseur de la philosophie positiviste et de la science sociale, prônaient en fait un socialisme technocratique, et il visait à mettre le pouvoir entre les mains des grands chefs, des grands capitaines de l'industrie, non pas, ça c'était la pensée de Saint-Simon, dans un but d'enrichissement personnel, mais pour le bien de tous, de toute la société, et parce que le principe de Saint-Simon, c'est que tous les hommes devaient se comporter en frères entre eux. Et sur le plan de la politique coloniale, la doctrine de Saint-Simon, elle s'articulait autour de 3 axes. Le premier axe, c'était le commerce. Le commerce, il devait être utilisé comme moyen d'ouverture, comme moyen de contact entre les civilisations. Le deuxième point, c'est l'assimilation pour les territoires et toutes les populations qui étaient mises sous tutelle. Et le troisième point, pour les territoires qui n'avaient pas été encore colonisés, eh ben, c'était de favoriser une association entre des pays qu'on jugeait arriérés et d'autres pays que l'on considérait comme des pays de progrès qui, bien sûr, dans l'esprit de Saint-Simon, se situaient en Europe. Et on constate au fur et à mesure de sa destinée qu'il entre tout à fait dans les ambitions de Joseph Lambert, cet esprit saint-simonien, puisque déjà quand Lambert arrive à l'île Maurice, alors il va arriver à l'île Maurice
d'une façon que je vous laisserai découvrir dans le livre, d'une façon assez étonnante. Et dès qu'il arrive à l'île Maurice, donc il est le grand propriétaire des terres de Montchoisy, plutôt que de rester tranquillement à exploiter les terres de Montchoisy et la canne à sucre de Montchoisy, il va développer des échanges commerciaux tout à fait novateurs et il va confier en particulier à son frère Henri Lambert, que vous voyez là, des missions vers l'Australie de façon à vendre ses productions de canne à sucre du domaine de Montchoisy et d'acheter en retour l'or australien. Et après les deux frères, Henri et Joseph Lambert, et pour une petite partie Paul, mais Paul va décéder assez rapidement dans un naufrage, les deux frères vont développer des projets très très ambitieux de liaison maritime entre l'océan Indien et l'Europe par des bateaux à vapeur, ce qu'on appelait des steamers. Et ces steamers, ils vont totalement révolutionner la navigation, puisque avant que les steamers à vapeur n'arrivent, on passait par le Cap et ça prenait bon an mal an selon le temps entre 2 mois et 3 mois pour rejoindre l'Europe. Et avec les steamers à vapeur, on rejoignait Aden. Là, on traversait en caravane jusqu'à l'Égypte et ensuite on rejoignait l'Europe par la Méditerranée. Et ces steamers à vapeur, ils vont entraîner, de façon à ce que la compagnie se développe, l'installation de Henri Lambert à Aden, parce que Aden, au Yémen, c'était une plaque tournante des liaisons entre l'océan Indien et l'Europe, et l'Inde et l'Europe. Et là, Joseph Lambert, il va fixer 3 objectifs à son frère. Le premier, ça sera de développer le commerce d'échange avec tous les ports du Yémen, de Nubie, d'Abyssinie, de Somalie, et également de trouver des travailleurs qu'il va appeler travailleurs libres, bien sûr pas du tout libres du tout, pour les plantations de Maurice et de la Réunion. Pourquoi? Parce que l'abolition de l'esclavage a eu lieu. Les Anglais ont serré la vis sur l'engagisme en Inde, donc il faut trouver de la main-d'œuvre ailleurs. Pourquoi je vous passe cette photo? Parce que cette photo, c'est le domaine des pailles à Montchoisy. C'est donc la case de Joseph Lambert. Alors pour information, tout ce domaine des pailles maintenant et de Montchoisy autour, c'est là qu'il y a maintenant le plus beau golfe de l'île Maurice. Et ensuite, donc, Joseph va demander à son frère de préparer, de bien développer cette implantation de bateaux à vapeur entre Port-Louis et Aden via la Réunion, bien sûr, pour rejoindre les steamers anglais qui arrivaient d'Inde. Et dans un avenir plus lointain, bien sûr, ces projets vont rejoindre les projets d'un fou génial qui s'appelait Ferdinand de Lesseps. Et ça ne pouvait à terme que accroître la puissance de cette ligne qui visait au commerce des marchandises, bien sûr, mais au développement des populations et ainsi qu'à faire parvenir les courriers. 3 semaines entre la France et la Réunion et Maurice, c'était vraiment une avancée énorme. À noter quand même une petite parenthèse pour ce projet de percement du canal de Suez, c'est que avant que Ferdinand de Lesseps ne le réalise, ce projet, il a été extrêmement réfléchi et développé par Enfantin, qui était donc le disciple de Saint-Simon, qui dès 1846 avait monté une société d'études du canal de Suez. Donc vous voyez la force la puissance de cette idée, de cette pensée saint-simonienne au XIXe siècle. Donc Joseph Lambert, il va peser de tout son poids sur le gouvernement de Napoléon III pour faire nommer en 1857 Henri, son frère, agent consulaire à Aden, puisque Lambert avait très bien compris que le soutien politique lui était vraiment indispensable pour étendre sa puissance économique. Et le fait d'avoir son frère dans une position très stratégique à Aden était très important pour lui. À noter également, encore une autre parenthèse pour vous montrer que c'était quand même des frères étonnants, c'est que c'est pas Henri Lambert que la France a acquis ce qu'on appelait à l'époque le territoire d'Obok, donc le futur territoire des Afars et des Issa, et donc de Djibouti. C'est Henri Lambert qui en a fait l'acquisition pour la France. Sous le Second Empire, les Saint-Simoniens, ils avaient quand même bien abandonné l'approche complètement mystique de leur fondateur, et ils s'étaient tournés vers un réalisme très solide en affaires, doublé d'alliances très très judicieuses. Leur but, c'était que ce soit toujours le même petit cercle d'hommes relevant du saint-simonisme et de décideurs qui soient placés à la tête des grandes compagnies, que ce soit des compagnies bancaires, des compagnies commerciales, les entreprises de chemin de fer, etc. Et en bref, il fallait que ce soit la même petite cellule qui dirige tout ce qui faisait circuler, tout ce qui permettait de circuler, c'est-à-dire les trains, les bateaux et évidemment l'argent, c'est-à-dire les banques. Et sur le plan colonial, la doctrine saint-simonienne du Second Empire, elle préconisait une union
entre la race blanche et la race noire, et inutile de vous dire bien sûr que la race blanche, elle était assimilée au principe mâle, et la race noire était bien sûr assimilée au principe femelle, dans une optique colonialiste bien de cette époque. Et là encore, Lambert était en osmose parfaite avec l'idéologie saint-simonienne, puisque selon lui, le fait que Madagascar sacrifie son indépendance, ça ne pouvait qu'être à terme assez rapidement bénéfique pour le pays, parce que ça allait lui amener une indépendance sociale, une indépendance économique, et que s'il y avait enrichissement de la France, il y allait avoir également enrichissement de Madagascar. Il tenait le même raisonnement pour les Comores et plus particulièrement pour l'île de Mohéli, puisqu'il a été certain que si l'île de Mohéli acceptait de se mettre sous tutelle française, la prospérité de l'île allait être décuplée. Donc Lambert, c'était, comme la plupart des hommes de son époque, des hommes blancs de son époque, un militant convaincu de la colonisation, et au fur et à mesure de sa vie, il va découvrir tout à fait à son insu que la mentalité et les croyances malgaches d'une part, et que l'esprit très fort d'indépendance des Comores vont échapper totalement à son raisonnement saint-simonien. En revanche, il y a quand même un point sur lequel Joseph Lambert se différencie fortement avec la pensée de Saint-Simon, c'est sa relation à la religion catholique, puisque Saint-Simon était un grand pourfendeur du Vatican, et en particulier de la Compagnie de Jésus, dont Saint-Simon est allé, mais là on ne va pas développer, jusqu'à vouloir créer une nouvelle religion qui serait selon lui plus à même d'apporter le bonheur pour tous les hommes. Lambert, lui, était beaucoup moins mystique, et au contraire, donc il était très réaliste comme tous les hommes de son temps, et il était tout à fait conscient que ses ambitions commerciales sur Madagascar, elles avaient beaucoup plus de chances d'aboutir s'il prenait la peine de s'allier à ceux qui avaient une mission et des ambitions évangélisatrices dans la Grande Île, c'est-à-dire les jésuites. Là, vous avez donc, c'est une représentation de Joseph Lambert. C'est un petit peu après le tome 1, mais bon, ça vous montre donc Joseph Lambert en chaise à porteur sur la route entre Tamatave et Tananarive. Donc Joseph Lambert, pour satisfaire toutes ses ambitions, il visait le protectorat de la France sur Madagascar. Bien sûr, dans l'absolu, il aurait préféré la colonisation, mais il se rendait bien compte que la colonisation, ça n'est possible ni à court ni à moyen terme. Et pour arriver au protectorat, il fallait selon lui d'abord se rendre indispensable pour être absolument reçu à la cour malgache, et pour y arriver, il tablait sur son charisme, parce que tous les témoins de l'époque disent que Joseph Lambert avait un charisme extraordinaire, et sur sa situation personnelle. Sa situation personnelle, c'était un des plus gros planteurs de l'île Maurice, et surtout le propriétaire de la première ligne de bateaux à vapeur, 4 bateaux à vapeur quand même, entre l'océan Indien et la France. Le deuxième but, c'était qu'il fallait absolument européaniser les jeunes élites du pays, et pour ça, il comptait s'appuyer sur la Compagnie de Jésus, qui, par son enseignement, allait pouvoir rendre les populations influentes malgaches proches de la France. Il fallait également qu'il maîtrise l'économie du pays, et pour ça, il comptait bien, et c'est ce qu'il va faire, s'appuyer sur les 2 grands vazas de l'époque présents à Madagascar, 1 Napoléon de Lastel et 2 Jean Laborde. Et ensuite, le but, comme toujours à cette époque-là, dans cette grande expansion coloniale, c'est contrer l'influence des Anglais. Et pour cela, les 3 précédemment nommés, la Compagnie de Jésus, Lastel et Laborde, allaient être des soutiens très importants. Donc on se trouve à une époque où, de par le monde, il y a des religieux très intrépides, et en particulier dans l'océan Indien. Le christianisme, il arrive en terre malgache sous le règne de Radam Ier, vers 1820, et ce sont principalement les missionnaires de la LMS, c'est-à-dire la London Missionary Society, dont vous voyez là une représentation du collège à Londres, qui vont arriver en terre malgache, qui vont créer les premières écoles, et vont traduire la Bible, l'imprimer et la diffuser. Et cette traduction de la Bible va être vraiment d'une aide énorme pour implanter la culture chrétienne, puisque cette forme imprimée, les missionnaires anglicans vont s'en servir pour dire que d'une certaine façon, elle représente une règle qui n'était pas encore connue, mais une règle supérieure à celle de la sagesse ancestrale malgache.
Donc du coup, ceux qui vont arriver va absolument pas tolérer ça. Donc dès 1835, elle va interdire le christianisme à Madagascar, et à partir de 1837 jusqu'à 1857, elle va procéder systématiquement à l'expulsion des missionnaires, et elle va entreprendre des persécutions très violentes contre les chrétiens malgaches. Par rapport aux anglicans, les missionnaires catholiques, ils ont eu un petit peu de retard dans la conquête religieuse de la Grande Île. C'est le pape lui-même qui va donner à la Compagnie de Jésus cette mission d'évangéliser Madagascar. Mais au début, les jésuites, ils étaient surtout implantés à La Réunion, où ils avaient établi, je vous l'ai dit, un grand établissement pour éduquer les jeunes malgaches et même les jeunes comoriens, mais qui étaient tous des fils de princes, de rois ou de grands chefs. On ne prenait pas la population de base. Cet établissement donc était à la ressource Sainte-Marie. Il était exactement à l'endroit où se trouve l'école pour malentendants à la ressource de Sainte-Marie. Et d'ailleurs, le bâtiment principal de cette école est encore un bâtiment, et le seul bâtiment qui date de l'époque de la Compagnie de Jésus. Le supérieur jésuite, et je suis désolée, j'ai pas mieux comme photo, Louis Jouen, il n'était pas tout à fait arrivé de son plein gré dans l'océan Indien, puisque, au contraire, il avait demandé, comme beaucoup de jésuites, de partir en Chine. Il voulait à toute force une affectation en Chine, et on l'a envoyé dans l'océan Indien. Là, les voies du Seigneur sont complètement impénétrables, les pauvres hommes, c'est pas du tout là qu'il voulait aller. Jouen, donc il est nommé préfet apostolique de Madagascar et des îles adjacentes non françaises, et il doit assumer donc en même temps son poste de supérieur jésuite et son poste de préfet apostolique, qui sont deux postes qui normalement auraient dû être distincts. Et ça va être vraiment deux charges très très lourdes pour lui qu'il va assumer jusqu'en 1864. Ça ne sera pas d'ailleurs sans conséquence sur sa santé. Là, vous avez une photo de lui entouré d'un groupe d'élèves malgaches à la ressource. Et sa première grande tâche, ça a été ça, c'est cet établissement de la ressource et de favoriser un recrutement quantitatif et qualitatif des effectifs de la ressource. Et c'était un établissement que les jésuites géraient en collaboration avec les sœurs Saint-Joseph de Cluny, qui, elles, s'occupaient de l'établissement pour filles, le but étant à terme de retransplanter en termes malgaches des couples religieusement mariés et catholiques qui allaient s'aimer la religion catholique à Madagascar, et surtout, bien sûr, chez les rois et princes malgaches. À partir de là, le but à terme, bien sûr, c'est l'apostolat de la Grande Terre, et ce combat, il l'a mené aux côtés, entre autres, de Joseph Lambert. Louis Jouen, il est décédé en 1872 à l'île Maurice, et selon ses dernières volontés, son corps est enterré en terre malgache, à l'est de Tananarive, sur des terres qui ont été concédées à la mission catholique. Le bras droit de Louis Jouen, c'était le père Marc Finaz. Alors lui, c'est un personnage qui apparaît énormément dans mon livre, Le Vasa du Père du Prince. C'est un personnage central, c'est quelqu'un qui était très proche de Joseph Lambert. Finaz, lui, il était préfet apostolique des Petites Îles. C'est grâce à Joseph Lambert qu'il s'est introduit clandestinement à la cour de Ranaval, la première, en 1856. Donc là, vous avez une représentation du Rouve à Tana, Rouve qui, à l'époque, toute l'enceinte royale était faite de palais en bois. Le Rouve tel qu'on le connaît à Tana avec son enceinte en pierre, ça date de Cameron, c'est un Anglais qui l'a fait beaucoup plus tardivement. À l'époque, tous les palais étaient en bois, puisque de toute façon, il y avait interdiction de construire en pierre. Marc Finaz, ils ont été officiellement présentés dans la cour du Rouve à la reine Ranaval la première, qui elle était sur son balcon, qui bien sûr n'est pas descendu jusqu'au niveau des deux hommes, mais enfin, c'était quand même déjà une reconnaissance extraordinaire d'être présenté directement à la reine. Et petit à petit, Finaz, il a su, bien sûr, il ne s'est pas présenté en tant que jésuite, il était officiellement le secrétaire particulier de Joseph Lambert, et il va déployer une quantité de talents qui vont le faire aimer par la reine et par la cour parce qu'il savait très bien jouer du piano, parce qu'il prenait des photos, des très belles photos. Il a également construit une montgolfière, ce qui a épaté tout le monde. Il a construit un train. Bon, le train, le problème, c'est qu'il ne se propulsait qu'à reculons, mais enfin, ça a épaté la galerie quand même.
Et puis séduction suprême pour s'attirer les faveurs de la reine, il fabriquait une poudre à canon absolument extraordinaire, et comme là c'était vraiment le top du top pour arriver à séduire Ranaval la première. En plus de ça, il avait une connaissance parfaite, une très bonne connaissance du malgache et une connaissance parfaite du swahili et de l'arabe. Donc Finaz a réussi à rester plusieurs années de façon étonnante à la cour malgache sous une identité cachée. Un autre jésuite très talentueux gravitait dans le cercle intime de Lambert. Il s'appelait le père François Weber, plus habituellement appelé le père Joseph, parce qu'il y a le prénom de naissance et le prénom en religion. Alors, Joseph Weber, lui, il avait une parfaite maîtrise du malgache et il a écrit beaucoup de catéchismes, des dictionnaires, les premiers dictionnaires franco-malgaches, des grammaires, des contes, des cantiques qui sont encore aux archives malgaches à Tananarive. Lui aussi, il est entré clandestinement dans la capitale malgache. Il s'est présenté comme infirmier et apothicaire, donc pharmacien, pour accompagner un médecin réunionnais, le docteur Millet Fontarabi, qui était venu pour opérer le frère du Premier ministre. Ils avaient intérêt à ne pas se rater dans l'opération, les deux. Et après, outre le fait que l'opération a été réussie, le père Joseph, il s'est fait lui également beaucoup apprécier par ses talents de musicien et de directeur de chorale. Et comme la reine appréciait la musique, il a pu prolonger son séjour dans la capitale. Lui aussi est enterré à Tananarive. Il est mort assez jeune, il est mort à l'âge de 45 ans, après une vie totalement exténuante de missionnaire. Il a eu droit à des funérailles quasi nationales, pas sous Ranaval la première, sous Ranaval II. Et d'ailleurs, le père Jouen avait écrit à son sujet « Je ne serais pas étonné que là-haut, il ne voulut prier qu'en malgache ». Alors, dans cet environnement, revenons sur Ranaval la première, elle était avec peu de légèreté, d'ailleurs, au XIXe siècle, taxée de Caligula femelle. Alors, on va modérer un peu cette appellation, mais il est évident, malgré tout, qu'en interdisant aux missionnaires de séjourner en terre malgache, qu'ils soient anglicans ou catholiques, la reine avait pour but principal de contrer l'infiltration de son royaume par le christianisme, par la force des choses, le christianisme qui servait les ambitions coloniales européennes. Donc l'alliance de fait entre des hommes comme Joseph Lambert et Jean Laborde avec la Compagnie de Jésus confirme qu'en fait la reine avait des craintes tout à fait fondées et que son analyse était bonne. Après, il est évident que la méthode qu'elle avait employée pour protéger son pays et surtout sa très royale puissance, on va en parler plus loin, laissait quand même un peu désirer dans l'application stricte que nous avons de notre Convention internationale des droits de l'homme. Mais il faut reconnaître, là vous avez donc une gravure britannique représentant le martyre des chrétiens malgaches, il faut reconnaître quand même que ces missionnaires, qu'ils soient anglicans ou jésuites, ils faisaient preuve d'un sacré courage et d'un culot énorme en pénétrant aussi sur des terres où ils risquaient vraiment leur vie, et puis une mise à mort encore c'est une chose, mais avec des tortures préalables assez raffinées. Donc tous ces missionnaires et ces jésuites, pour parler de ceux qui étaient autour de Lambert, étaient vraiment des aventuriers hors du commun qui cadraient complètement avec l'état d'esprit de Joseph Lambert. Donc là on est les religieux, et maintenant passons aux civils, si on peut dire. Et Lambert, encore une fois, va se rapprocher d'hommes et de femmes qui, à son image, n'avaient pas du tout froid aux yeux, ce qui était donc pour lui une garantie d'un soutien sûr, un coup de soutien sans faille dans ses ambitions. Le premier, et je suis désolée, mais je n'en ai pas de photo ni de portrait, personne n'en a, c'est Napoléon de Lastel, qui se faisait, alors s'il y en a parmi vous qui parlent malgache, je suis désolée pour mon accent qui doit être désastreux et ma prononciation qui doit être désastreuse, à savoir que dans le livre, à la fin du livre, on a mis un lexique pour mettre en phonétique la prononciation des noms malgaches, avec un renvoi à chaque page, mais ce n'est pas moi qui ai fait ce lexique, c'est un ami malgache. Donc, Napoléon de Lastel se faisait appeler Mangetitrix, ce qui voulait dire celui qui ne peut pas rester tranquille. Il avait beaucoup de points communs avec Lambert, même s'il avait 23 ans de plus que lui. D'abord parce qu'il était breton, il était malouin, son père s'appelait Martin de Lastel-Dupré. Il était créole de l'île Maurice, et quand il est devenu capitaine de marine marchande, il a travaillé pour Julien Gauthier de Rontonnet, qui était donc un
grand traitant réunionnais. Alors, le palais Ronthonnais et rue Ronthonnais à Saint-Denis, ce palais Ronthonnais qui a eu un parcours historique assez extraordinaire, même jusqu'au XXe siècle, puisque le conseil départemental a tenu assemblée au palais Ronthonnais, et même le conseil régional, avant que la pyramide inversée ne soit construite. À noter que ce palais Ronthonnais va subir une petite déchéance prochainement, puisqu'il va devenir un hôtel 4 ou 5 étoiles. Initialement, c'était le Hilton qui devait s'installer dedans. Maintenant, je ne sais plus ce que c'est. Il va rester la façade à peu près, mais bon. Donc, Julien Gauthier de Ronthonnais, il a développé avec Napoléon de Lastel ses affaires sous le règne de Radam Ier, et principalement en équipant l'armée Merne en armement, et puis en exploitant, en vendant évidemment des esclaves à destination des grandes propriétés réunionnaises et mauriciennes. Et Napoléon de Lastel va s'implanter le long de la côte malgache, et de Tamatave jusqu'à Mananzar. Il va développer des comptoirs de négoce, des sucreries, des distilleries, des salaisons, des forges, des chantiers de construction navale. Au total, il va être à la tête d'à peu près 2300 hommes qui vont travailler dans ces diverses industries. Donc Lastel, c'était un homme qui était omniprésent sur la côte Est, qui avait le quasi-monopole de l'import-export, donc quelqu'un de très important pour Joseph Lambert. Lastel, il s'implante sous Radam Ier, mais sous la reine Ranaval la première, il va continuer la coopération, parce qu'il va avoir la délicate attention de monter jusqu'à la capitale, jusqu'à Tananarive, et offrir à la reine la moitié des parts plus une de sa compagnie, ce qui a immédiatement séduit la souveraine. Et du coup, tous les privilèges et toutes les concessions qu'il avait obtenues sous Radam Ier vont lui être renouvelées. Il a été élevé par la reine à la dignité de noble. Je vous passe le nom aussi, qui est très long. Mais donc, il a été un des premiers blancs à être anobli. Et c'est lui vraiment qui va créer la cour malgache au niveau de sa splendeur, des femmes à la cour, des bijoux, des meubles, la décoration. Il va faire venir des instruments de musique et il va très vite comprendre que avoir l'appui de la reine, c'est très important, mais il est aussi important d'avoir l'appui des grands de la cour. Et il va également penser à asseoir sa situation privée, c'est-à-dire qu'il va épouser successivement plusieurs femmes malgaches pour éviter éviter le plus possible les risques d'expulsion. Dans un premier temps, il va épouser une femme qui était réputée pour sa beauté, une princesse Betsy Missart qui s'appelait Victoire Sisa. Et Victoire Sisa, elle avait déjà été mariée avec un Français qui s'appelait Arnaud ou Arnoux. Et tous les deux ont eu un fils, Marius Arnaud, qui apparaît beaucoup d'ailleurs dans mon livre. Et ensuite, il a eu deux autres épouses malgaches, dont la célèbre Juliette Fiche, la princesse Juliette. Un livre a été écrit sur elle, paru à Orphie, je vous le recommande, un très très bon livre. Et donc le prince de Marelle, voilà comment Lastel se faisait appeler, et bien, il a une mort assez incroyable, un petit peu tout à fait une mort aussi incroyable que sa vie, puisqu'il est mort à 54 ans, victime d'une intoxication ou d'une syncope chloroformique. Alors c'est un homme qui avait beaucoup de mal à s'endormir, et il demandait que tous les soirs on lui place sous le nez un coton imprégné de chloroforme. Et il y a un excès dans les quantités qui a causé sa mort. Alors, un accident, un acte volontaire, personne n'a jamais su quelle était la cause de la mort de Lastel. Donc Lastel a été un allié de poids pour Joseph Lambert, et Lambert a réussi à avoir son soutien. Bon, c'est vrai qu'ils avaient en commun d'être bretons, ils avaient démarré leur ascension à Maurice, ils aimaient tous les deux dépenser l'argent et le gagner au même point, parce qu'ils étaient très généreux, mais ils bossaient aussi énormément. Et donc, il a été très séduit par ce jeune breton, et c'est grâce à lui, directement, que Lambert va réussir à monter à la cour de Tana avec son secrétaire particulier, le fameux père Spinaz, pour être présenté à la reine. Le second père spirituel de Joseph Lambert, c'est Jean Laborde. Alors, Laborde, c'était un Gascon. Il était parti d'abord chercher fortune en Inde, et au hasard d'une expédition où il voulait retrouver les traces d'un bateau coulé, et au hasard malheureux d'un naufrage, il arrive sur les côtes malgaches, et là il est recueilli lui aussi par Napoléon de Lastel, qui le prend lui aussi sous son aile.
Et Laborde, il a été immédiatement très très séduit par Madagascar. Alors, est-ce qu'il a été séduit par la reine ou est-ce que la reine a été séduite par lui? Les historiens divergent sur la question. Bon, toujours est-il qu'il en a obtenu de grandes faveurs et de nombreuses faveurs. On ne va pas déterminer tous les domaines de ces faveurs-là. Et Laborde, il a fait édifier à Mantassou. Alors Mantassou, c'est un lieu de villégiature à 30-40 km à l'est-sud-est de Tana. C'est très très joli. Et il a fait édifier là-bas un complexe industriel. Il a fait des barrages, des fonderies de savon, fabriques de porcelaine, de ciment, de piment pour la peinture, soie, fonderie de canons, toujours pour plaire à la reine, verrerie, faïencerie, papeterie, école. Il avait même fait un zoo. Et il reste d'ailleurs à Mantassou donc des vestiges du grand complexe industriel de Laborde. Il y a même... Ah non, je vais aller trop vite. Il y a même, on va y venir tout à l'heure, donc sa maison et son tombeau qui restent également. Et Laborde, il a construit, lui, de 1838 à 1839, le palais de la reine, le palais en bois, le Rouve. Et son influence était vraiment énorme dans le cercle intime de la reine, puisqu'il est devenu le précepteur officiel du prince, du fils unique de la reine, le prince Rakout. Et c'est Laborde qui est à l'origine de l'attachement du prince Rakout pour les valeurs européennes. Et le prince Rakout appelait d'ailleurs très souvent Laborde Dad, ce qui veut dire papa en malgache, ce qui montre vraiment le lien très fort qui unissait les deux hommes. Et comme comme la stèle, Laborde a été lui aussi anobli. Il a été un des rares vasas à être anobli par la reine. Donc la stèle, Laborde, Rontonnet et Lambert, ces quatre hommes, ils avaient pour objectif le protectorat de Madagascar, à défaut de la colonisation, comme je vous ai dit, qui semblait plus inaccessible. Et ils s'étaient fixés complètement les mêmes étapes pour arriver à ce but. C'était maîtriser l'économie du pays, européaniser les jeunes élites, et puis contrer l'influence britannique sous toutes ses formes, qu'elles soient politiques ou religieuses. La petite différence, c'est que la stèle, lui, il s'était accommodé du pouvoir, que ce soit celui de Radam Ier ou celui de Ranaval la première, tandis que Laborde et Lambert, eux, ils vont décider de forcer la main au destin. Et puisque la reine refusait d'aimablement tourner le dos, c'était l'expression qui était donnée quand un souverain décédait, il ne mourait pas, il tournait le dos, et bien ils vont créer les conditions favorables pour sa mise à l'écart, ce qui est développé dans le vasa du prince. Oui, alors voilà une représentation encore du Rouve en bois, avec le palais de la reine, le palais d'argent, etc. Là, vous avez la photographie de la maison de Laborde à Mantassou, qui a un petit musée actuellement, et le mausolée, le tombeau de Laborde à Mantassou, qui était construit donc en pierre. Et une dernière photo pour clore sur Laborde. Ça, c'était sa maison à Tananarive, à Andoural, sur la colline sacrée. Et c'est maintenant une partie de cette maison abrite l'Alliance française à Tana. Donc avec des alliés aussi impressionnants que ces religieux et des hommes comme la stèle, Laborde et Rontonnet, on imagine bien que Lambert, il avait face à lui des ennemis à la mesure des hommes précédents. Et son ennemi le plus sincère, le voilà, c'est William Ellis, qui était un pasteur anglican. Alors Ellis, c'est un homme qui est entré très jeune à la LMS, à la London Missionary Society. Il a débuté sa carrière en Polynésie, où il a été très très brillant. Il a écrit 4 volumes entiers sur des recherches sur la culture polynésienne et l'histoire polynésienne. Il parlait couramment ce qu'on appelait à l'époque le tahitien, et il usait d'ailleurs assez étonnamment de cette langue dans certaines missives secrètes. Ça, vous le découvrirez dans le tome 2, quand il ne voulait pas qu'on comprenne ce qu'il avait à faire passer à Londres, eh bien, il écrivait en tahitien. Il a eu le premier contact avec Madagascar parce que c'est lui qui a accueilli une délégation que la reine avait envoyée à Londres, une délégation malgache. Et en 1856, il fait son 3e voyage à Madagascar, et c'est seulement en 1856 qu'il arrive à être autorisé à aller jusqu'à la capitale. C'était vraiment, je vous l'ai dit, extrêmement rare que la reine le permette. Et il va se présenter à la reine, ou tout au moins au gouvernement malgache, comme envoyé par le gouvernement britannique, ce qui était totalement faux, parce qu'en fait, il était seulement missionné par la LMS.
Alors, une petite anecdote, là vous avez une représentation de William Ellis à la reine, donc le Rouvre est dans le fond et la reine elle est à l'étage, hein, au balcon de l'étage, puisque la reine ne descendait jamais jusqu'à ses invités. Vous avez tout le tour de la cour qui est entouré par la garde malgache, et Ellis est au milieu, entouré d'un certain nombre de Vazas, et vous remarquez qu'il a quelque chose de bizarre sur le dos. Alors en fait, Ellis était soutenu par le Premier ministre qui était très pro-anglais, qui s'appelait Ranierac, qui avait été élevé à Londres, tellement bien élevé d'ailleurs qu'il était parti à l'âge de 10 ans, et quand il en est revenu, il ne parlait plus du tout malgache. Il a fallu qu'il réapprenne le malgache. Et Ranierac voulait savoir comment Ellis allait se présenter à la reine. Et Ellis, en bon pasteur, assez sobre dans ses vêtements, n'avait pas grand-chose dans ses valises. Donc Ranierac est allé fouiller dans la valise d'Ellis, et il a trouvé quelque chose qui convenait tout à fait, selon lui, pour être présenté à la reine. Alors je vous lis la missive d'Ellis. Ellis écrit donc il ne parut pas satisfait et exprima le désir de voir ma garde-robe. Ayant découvert une robe de chambre en riche satin vert et rouge avec une doublure écarlate que j'avais achetée à Londres pour faire présent à une notabilité, il suggéra tout de suite que je la mette par-dessus mon habit et rejeta un des côtés sur l'arrière pour qu'on puisse voir également la doublure. Je pensais tout d'abord qu'il plaisantait, mais voyant qu'il était tout à fait sérieux, je consentis à me soumettre à ses désirs. Donc Ellis, que vous voyez sur cette gravure, en fait, est affublée d'une robe de chambre pour être présentée à la souveraine malgache. Donc un étrange habit de cérémonie, mais qui, ma foi, a eu l'air de contenter tout le monde. Et il était présenté à cette réception officielle en étant entouré par les 2 Européens qui résidaient à Tananarive à l'époque. Je veux parler de Jean Laborde et de M. Hervier, le fameux père jésuite Marc Finaz, qui était resté à Tananarive alors que Lambert, lui, avait quitté la Grande Île pour partir sur Paris rencontrer Napoléon III. Et c'est étonnant d'ailleurs cette cohabitation qu'il y a eu entre ce missionnaire anglican et ce missionnaire catholique dans un pays qui menaçait de mort tous les missionnaires, quels qu'ils soient. Et le père Finaz parle dans ses mémoires et dit, le révérend Ellis parle du père Finaz dans ses mémoires et dit de lui, il ne manquait ni d'assurance ni d'optimisme, et il lui fallait une bonne dose dans l'étrange position où il se trouvait, à la merci des indiscrets, des maladroits et surtout des espions tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et durant tout leur séjour, ils ont fait semblant, respectivement, d'être complètement ignorants des activités religieuses respectives de chacun. Donc en fait, malgré leur antagonisme de nationalité et de religion, ils se sont protégés mutuellement par cette discrétion. Et d'ailleurs, quand Ellis est retourné à Tamatave pour prendre le bateau pour retourner en Inde, sur la route, il a croisé le supérieur jésuite Jouen, qui était accompagné du père Weber, du père Joseph. Et une fois revenu en Angleterre, Ellis a écrit « Je ne mentionne pas ces messieurs parce qu'ils enseignent la religion catholique. Je crois qu'ils ont droit de tâcher de l'inculquer autant que nous, celui de répandre la foi protestante. » Donc, contrairement à ce que beaucoup de Français de l'époque ont affirmé, Ellis n'est jamais allé jusqu'à dénoncer Joseph Lambert et les menées de Joseph Lambert à la reine. De toute façon, en plus, il n'a jamais réussi, comme tous les Vazas, à approcher directement la reine et à pouvoir lui parler. Chaque fois que la reine elle faisait parler aux Vazas, mais elle ne s'adressait pas directement à eux. Donc il y avait quand même un certain respect entre eux. Ellis, il faut quand même se rendre compte qu'il a réussi à faire diffuser sur le territoire malgache plus de 1500 Bibles. Et ça, c'était une action extrêmement osée, puisque le simple fait d'être possesseur d'une Bible, c'était la peine de mort à Madagascar. Hein. Et en plus de sa combativité de missionnaire, Ellis était un photographe absolument extraordinaire. Beaucoup de ses photos sont aux archives malgaches, d'autres sont à LMS à Londres. Il a pris en photo beaucoup de nobles de la cour. Là, vous avez une photo en question de nobles de la cour, et même des photos de Tana et des environs. Vous avez cette magnifique photo du Rouvre à Tananarive. Ellis, il a également lancé le projet de construction d'églises édifiées en pierre dans la ville haute de Tana, exactement à l'emplacement où avaient eu lieu les martyrs des chrétiens malgaches. Il ne les a pas vus achever, ces églises.
Et puis il a beaucoup travaillé également pour le développement rapide des écoles et des églises dans tous les hauts plateaux. Et cette haine mutuelle qui existait entre Lambert et William Ellis, ça reflète complètement la compétition énorme qu'il y avait entre la Grande-Bretagne et la France, entre ces deux puissances dans l'océan Indien, alors que Napoléon III était plutôt proche de la reine Victoria, mais ça, dans l'océan Indien, tout le monde l'oubliait. Ellis, dans le cercle français, est présenté avec beaucoup d'animosité, beaucoup de haine, alors qu'il faut vraiment reconnaître que c'était un personnage étonnant, très intelligent, très instruit, qui était un très sincère ami du prince Rakout, que vous avez là, mais ça c'est une photo de Rakout après 1860, et qui voulait, à sa façon, comme les jésuites, avec tout autant de loyauté, le bonheur de Madagascar, à sa façon, dans une approche colonialiste, bien évidemment. Donc Ellis, un premier adversaire de valeur contre Lambert, mais la grande adversaire de Lambert, c'est bien sûr la reine Ranaval la première. Ranaval Manzak, comme on l'appelle, Ranaval, ça signifie celle qui a replié son lambe avec soin, et Manzak, ça veut dire celle qui dispose selon sa volonté. Alors la reine Ranaval, au début, elle était la femme de Radam Ier, que voici. Quand elle était l'épouse de Radam Ier, elle n'a pas manifesté d'ambition particulière. Par contre, à la mort du royal époux, là, son vrai visage s'est dévoilé. Elle n'était pas du tout la favorite, ni la première femme de Radam Ier, et elle va accéder au trône d'une façon relativement assez simple, sur le papier. Elle va exterminer toute la famille de son mari. Donc forcément, elle va arriver première dans l'ordre d'accession au trône. Il y en a un seul qui va échapper à cette extermination, et c'est un personnage qui indirectement va devenir très important dans le deuxième tome de mon livre. C'est un cousin de Radam Ier qui s'appelait Ramanetak, qui lui va réussir à échapper aux sbires, si on peut dire, de la reine, et se réfugier aux Comores. Et Ramanetak va prendre le pouvoir de force à Mohéli. Il va devenir musulman, il va devenir sultan de Mohéli. Et sa fille Djoumbé Fatima, reine de Mohéli, va être celle qui va croiser le destin de Joseph Lambert dans le deuxième tome, mais aussi dans la vie de Lambert. Le deuxième tome qui, lui, pour faire le pendant du premier tome, le premier tome s'appelle le Wadza du prince, et le deuxième tome s'appellera le Mzungu de la reine, le Mzungu étant l'équivalent du Wadza aux Comores. Donc, en 1829, la reine Ranaval Ier va donner naissance à un héritier. Il y a juste un petit problème, c'est que Radam Ier, il est mort 14 mois avant la naissance de l'héritier. Logiquement, avec votre esprit subtil de déduction, vous allez me dire, c'est pas le fils de Radam Ier. Plus de logique que ce soit le fils d'un des amants royaux. Alors par contre, contrairement à ce qui a été dit, impossible que ce soit le fils de Laborde, parce que Laborde en 1829 était encore en Inde. Le père le plus probable du prince, c'était un général qui a aidé la princesse Maf, parce que c'était son nom de princesse avant qu'elle soit reine, à monter sur le trône en faisant assassiner tous les membres de la famille du roi défunt. Alors pour expliquer au peuple comment il se faisait que la reine, 14 mois après, a donné naissance au fils de Radam Ier, eh bien au peuple on va raconter que c'est le roi défunt qui en esprit est venu la nuit pour féconder la souveraine. Et chez les nobles, on va essayer quand même de trouver une autre explication, en sachant quand même que les nobles évitaient de contester l'opinion de la reine. Quand on la connaît, on n'a pas vraiment envie de contester la parole d'une femme pareille. Donc les plus audacieux parmi les nobles, ils vont affirmer que c'est totalement impossible que Rakout soit le fils de Radam Ier, puisque Radam Ier détestait son épouse, donc il n'y a aucune chance qu'il soit venu la féconder après sa mort. Ça, c'est le plus audacieux qui s'est fait dans l'approche. Quoi qu'il en soit, comme la reine était quand même très superstitieuse, après avoir fait exécuter toute la famille de son défunt mari, elle va le faire exécuter son amant, puisque c'est l'amant qui avait fait exécuter toute la famille de Radam Ier. Donc elle fait exécuter l'amant, donc le père de son fils, et pour courir moins de risques, ensuite, son corps, elle va le faire déterrer, le faire brûler et disperser les cendres dans tout le territoire malgache, puisque, selon la croyance malgache, une âme ne peut pas trouver la paix si le corps est disséminé de par la terre, et encore plus en dehors de la terre malgache.
par sécurité quand même aussi, on va pas oublier d'exterminer toute la famille de l'ancien favori. Là, c'est plus sûr. Donc, forcément, Rakout a été légitimé dans un enthousiasme délirant. Et le règne de Ranaval Ier va durer 33 années. Là, donc vous avez une petite gravure représentant la reine en filanzane, donc en chaise à porteur, avec son fils Rakout devant sur un cheval. Ça va être 33 années d'un pouvoir fait d'arbitraire, de rivalité, de tuerie, de mise en esclavage, d'expéditions guerrières. On n'est pas tout à fait certain du nombre de morts qu'il y a eu sous le règne de Ranaval Ier, mais on pense que logiquement en 33 années, il y a 200 000 de ces sujets qui sont morts directement de par sa faute. Sa peur principale à la reine, c'était de voir son pays tomber entre les mains des étrangers blancs, qu'ils soient des commerçants ou des missionnaires, puisque, on l'a dit, ça mettait en péril sa légitimité. Ceci dit, quand on voit l'évolution ultérieure du pays, en particulier à la fin du 19e sous Gallieni, on peut se dire que les craintes de la reine n'étaient pas si infondées que cela. La reine, c'était une femme qui était très attachée aux idoles, et toute décision qu'elle prenait, même sa façon de s'habiller, devait être précédée d'une consultation des devins qui donnaient leur avis. Et alors là, je vous passe une illustration qui, justement, est tirée de l'illustration. Alors l'illustration, c'est le Paris Match de l'époque, là. Inutile de vous dire que celui qui a fait le dessin n'est jamais venu à Madagascar. Donc vous avez une représentation de la reine très très méchante qui fronce les sourcils, avec à sa gauche son neveu très très méchant qui fronce les sourcils aussi, et à sa droite, lui on le voit un petit peu moins, il a l'air un tout petit peu plus gentil, c'est son fils. Inutile de vous dire que les habits sont complètement originaux, que toute la position, enfin il n'y a absolument rien, mais enfin bon, ça vous montre qu'à l'époque quand même, dans ces grandes publications, il y a eu beaucoup de publications sur l'empire colonial, Madagascar intéressait beaucoup. Donc la reine, on l'a dit, jugeait la religion catholique très dangereuse pour les hiérarchies traditionnelles, et elle va opérer une répression systématique des manifestations de la foi chrétienne, avec beaucoup d'exécutions de chrétiens, tous malgaches. Donc il y avait une atmosphère de délation qui régnait dans le royaume. Par ailleurs, chaque malgache était susceptible de servir gratuitement sa souveraine au titre de la corvée, c'est-à-dire qu'on pouvait faire appel à vous pour tout et n'importe quoi. Vous êtes obligé d'y aller immédiatement sans évidemment être rémunéré, payé. En cas de refus classique, la peine de mort. Le reste de la famille, hop, en esclavage. Donc du coup, vous pouvez imaginer que des hommes comme Jean Laborde et Joseph Lambert, quand ils arrivaient, qui avaient l'habitude, eux, par exemple, de rétribuer leurs porteurs et même de leur offrir à manger, c'était des hommes qui avaient une excellente réputation. C'était pareil pour l'armée malgache. Les soldats étaient désignés pour intégrer l'armée, mais ils ne recevaient pas de solde et ils devaient s'habiller et se chausser à leurs frais. Donc ça donnait des uniformes assez hétéroclites dans l'armée malgache. Les officiers supérieurs, eux, ils raquetaient les soldats. Les soldats, eux, ils essayaient de se rétribuer sur le peuple en pillant les campagnes lors des déplacements. Et quand des plaintes arrivaient jusqu'aux royales oreilles, en particulier par exemple quand un soldat avait quitté son poste, en règle générale quand il quittait son poste, c'est pour retourner dans la campagne pour nourrir sa famille, pour travailler la terre, eh bien c'était simple, le soldat qui avait fui son poste était arrêté, exécuté bien sûr, et sa famille réduite en esclavage. À la cour malgache, l'étiquette était très stricte, la personne de la même était sacrée, et tout ce qui pouvait toucher directement ou indirectement la souveraine était sacré. Je vous donne quelques anecdotes. Il y a une servante qui avait jeté par-dessus la palissade du Rouvre, donc de l'enceinte royale, des détritus. Or, comme ces détritus provenaient de la terre sacrée du Rouvre, ils étaient donc considérés comme des détritus sacrés. Et la servante en question lui a coupé la tête. Le fait de voler dans l'enceinte du palais était puni de la peine capitale. Donc, quand la reine se déplaçait, qu'elle était sous une tente royale, la tente royale était assimilée au Rouvre, à l'enceinte sacrée, et une servante qui avait volé un biscuit a eu la tête tranchée. Une petite fille qui avait amené un verre d'eau sur le plat de sa main à la reine, parce qu'on n'avait pas le droit d'amener à la reine un verre en le portant à la main, il fallait que le verre repose sur le plat de la main,
La petite fille a fait tomber le verre alors que la reine regardait un combat de taureau. La reine a estimé que ça pouvait apporter la malchance parce qu'elle était très très... Elle était vraiment... elle avait vraiment beaucoup de superstitions. Et donc pour contrer le sort, elle a fait couper la tête de la petite fille de façon à ce que son taureau puisse gagner le combat. Quant aux chrétiens, alors j'avoue pas, ce sont de multiples façons d'exécuter les chrétiens. Ils pouvaient être cousus dans un sac de rabane et laissés en plein soleil jusqu'à ce qu'ils meurent. Et puis autrement, il y avait tout simplement le fait de les scier en deux, en commençant par les fesses jusqu'au haut, en passant par la colonne vertébrale, et ensuite on coupait le corps en plusieurs morceaux selon un ordre très spécifique imposé par la reine. L'ensemble était ensuite brûlé vif et précipité dans un ravin. Pour pouvoir approcher la reine, même de loin, hein, mais déjà l'approcher un peu, il fallait être purifié par triple aspersion, même en pénétrant dans l'enceinte du roux. Vous avez dans mon livre, Le Vazza du Prince, toute la procédure expliquée de la triple aspersion pour pouvoir approcher la reine. Et il en était de même pour les dîners que la reine offrait. Alors des dîners où elle n'était jamais présente et qui ne se passaient pas au Rouvre. Les dîners se passaient dans la maison, dans la demeure d'une haute personnalité de la cour. Et dans chaque assiette des visiteurs, on saupoudrait un petit peu de terre prélevée sur les 7 collines des tombeaux des rois qui entouraient Tananarive, puisque on se disait que si les étrangers avaient des mauvais projets dangereux ou des mauvaises intentions contre la souveraine, le fait d'avaler un tout petit peu de cette terre allait les faire mourir. Une petite parenthèse par rapport à la reine. Ce portrait-là est présenté toujours comme étant un portrait de Ranaval la première, ce qui est totalement faux. D'abord, c'est une peinture qui a été réalisée au début du Cité sont érudits. Vous avez tout à fait saisi que la reine était très superstitieuse et vous imaginez bien qu'avec sa superstition, la reine n'a jamais accepté qu'on la peigne et encore moins qu'on la photographie. Parce qu'elle pensait que son âme allait être emportée par ce portrait. Donc en fait, ce portrait n'est pas du tout un portrait de la reine, il est une peinture de cette photo. Et cette photo, c'est Ranaval II. Vous constaterez donc que le peintre a repris exactement le plissé de la robe. La robe qui tient la main droite qui tient un des pans de la robe, la main gauche qui tient un foulard. Il a juste rajouté, bien sûr, donc il y a la couleur, le rouge, qui est le symbole de le rouge et la couleur royale, l'un des souverains malgaches. Il a rajouté une couronne. Il a durci le visage, pour qu'on voit bien que c'est Ranaval la sanglante, mais ce n'est absolument pas un portrait officiel de la reine. Pour passage, cette photo de Ranaval II, c'est une photo de William Ellis également, le révérend britannique. Donc ce visage-là, et cette posture, c'est bien Ranaval II et ce n'est pas Ranaval la première. Donc, on a essayé de cadrer quelquefois par des anecdotes, mais enfin, c'était bien elle était bien comme ça. On comprend bien que la reine, c'était le principal obstacle au projet et aux ambitions de Joseph Lambert. Et c'est cette constatation, il n'y avait pas grand-chose à attendre d'elle, et pas beaucoup de mensuétude, donc qui a fait naître dans la tête de Joseph Lambert ce projet de complot de 1857. Il faut quand même reconnaître par contre que Lambert avait été quand même assez fasciné par le charisme assez trouble de cette souveraine malgache. Et on peut dire maintenant que soit grâce à elle, soit à cause d'elle, en fonction de l'opinion de chacun, durant tout son règne, Madagascar est resté un royaume assez mystérieux et presque inviolé des Blancs et des Européens. On a vu les alliés, on a vu les ennemis. Alors là, on va aborder une personne, on va dire, ni totalement alliée, ni totalement ennemie, une compagne assez improbable de Joseph Lambert. La voici, c'est Ida Pfeiffer. Alors Ida Pfeiffer, elle a une grosse place dans mon livre, et elle, tout simplement parce qu'elle a une grosse place dans l'histoire. J'en dresse dans mon livre un portrait assez particulier, qui se base sur les relations très étonnantes qu'elle entretenait avec Joseph Lambert, un peu les relations que nous, on entretient avec une vieille tati assez burlesque, mais assez irritante et agaçante qu'on peut tous avoir dans notre famille.
Et c'est d'ailleurs un peu comme ça que la plupart de ses contemporains la décrivaient. Et il y a beaucoup de descriptions de Madame Pfeiffer parce que c'était une personnalité très renommée du XIXe siècle. Elle appartenait à une famille autrichienne qui l'avait élevée de manière très spartiate, comme ses 6 frères. Elle était la seule fille. Tant sur le plan des connaissances, elle a eu la même éducation que sur le plan sportif. Hein. Elle était soumise à des exercices physiques et d'endurance très poussés. Une fois qu'elle s'est mariée avec un notaire, elle a mené une existence là assez classique, assez routinière, d'épouse et de maman. Et à 48 ans, quand elle est devenue veuve, elle a décidé, à la surprise générale, pour d'autres à la consternation générale, de tout plaquer, de devenir exploratrice et de partir pour un voyage assez incroyable à travers le monde. Donc en moins de 3 ans, elle a visité la Palestine, le Brésil, elle a doublé le Cap Horn, elle a été reçue par la reine Pomaré de Tahiti, elle a chassé le tigre à Singapour, elle a traversé les Indes en palanquin, elle a franchi le golfe Persique, elle a rencontré le Shah d'Iran. Et au final, c'est 2 tours du monde qu'elle a fait, qui lui ont également permis de découvrir l'Islande, la Grèce, l'Égypte, le Brésil, le Chili, le Pérou, l'Équateur. Aux États-Unis, elle est allée en Californie, en Oregon. Elle a visité la Chine, elle a connu la Malaisie. Là, son rêve était de rencontrer des anthropophages. Elle est également allée en Australie. Et elle a été la première femme à se voir décerner le titre de membre honoraire de la Société de géographie de Berlin. Elle a été également admise à la Société de géographie de France. Et c'est une femme qui ne voulait voyager que seule parce qu'elle était absolument scandalisée par l'idée, et c'était le cas à cette époque, que pour voyager, une femme se devait absolument d'être accompagnée par un membre masculin de sa famille. Et c'est une femme qui était animée de préjugés très défavorables à l'encontre des Britanniques. D'abord parce qu'elle était, pour prendre une expression de l'époque, un petit peu grippe-sous, et elle reprochait à la perfide Albion de ne pas lui accorder le passage gratuit sur ses bateaux, contrairement aux Hollandais qui l'accueillaient à bras ouverts. Et en plus, elle avait été très vexée parce que la Société de géographie de Londres lui avait refusé par principe son admission, puisque la Société de géographie de Londres n'acceptait pas les femmes. Donc, avec toutes ces convictions-là, Edith Pfeiffer a été tout à fait certaine qu'à Madagascar, c'était les Anglais qui défendaient le gouvernement despotique de la reine et que les Français, donc Joseph Lambert, étaient forcément dans le camp des progressistes. Elle a rencontré Joseph Lambert dans des circonstances assez étonnantes que vous découvrirez dans le livre, et elle s'est rangée à ses côtés pour libérer, entre guillemets bien sûr, hein, je dis, le peuple malgache et lui offrir un bel avenir radieux avec le soutien tout à fait bienveillant et inintéressé bien sûr de l'Empire, de Joseph Lambert et des Jésuites. Durant toutes ces expéditions, Madame Pfeiffer, elle portait toujours un chapeau de paille avec une voilette qu'elle rabattait sur le visage. Elle a décrit d'une plume trempée dans le vitriol toutes les contrées qu'elle a traversées, les peuples qu'elle a rencontrés. Elle était perpétuellement obnubilée par son confort, l'endroit où elle allait dormir, la qualité des repas, si le café est chaud, si on allait avoir des égards pour elle. Et dans tous ces voyages, elle a invariablement réagi en européenne, absolument persuadée de la supériorité de la culture occidentale dans tous les domaines. Là encore, c'est une représentation de journaux type l'illustration, hein, parce que vous voyez, on frise la caricature dans la représentation. C'est une représentation d'Ida Pfeiffer jouant du piano à la cour malgache. Et donc à Madagascar, pour Ida Pfeiffer, tout ce qui était malgache, c'était soit sans intérêt, soit systématiquement laid. Elle avait la dent très dure contre les malgaches. Ils n'avaient pas de discernement, ils n'avaient pas de goût, ils étaient ridicules, ils étaient paresseux, ivrognes, leurs femmes étaient absolument laides et repoussantes. Mais malgré cela, malgré cette opinion terrible, Ida Pfeiffer est entrée dans l'histoire de Madagascar puisqu'elle a été la première femme étrangère, la première femme blanche à pénétrer dans la ville interdite de Tananarive, grâce à Joseph Lambert, encore une fois. Et elle a participé, un peu contrainte, il faut le reconnaître, au complot de 1857 mené par Lambert et Laborde, et elle a donc été expulsée du pays, comme Joseph Lambert, comme Jean Laborde, comme Clément Laborde, le fils de Jean, comme le père Finaz, etc. Et Madame Pfeiffer, elle a contracté les fièvres de Madagascar et est décédée de ces fièvres de Madagascar 1 an après avoir été expulsée du pays.
Fort heureusement pour nous, pour les historiens, elle a eu le temps d'écrire le récit de son voyage, qui est tout à fait, qu'on peut trouver en ligne, hein, le livre est encore en vente, qui est, hors ses opinions bien particulières, qui est un témoignage très captivant et une mine de renseignements sur le règne de Ranaval la première, et c'est son fils qui a fait éditer post-mortem les souvenirs de voyage de sa mère. En conclusion, alors que nous avons encore un portrait de Joseph Lambert, toujours porté des archives départementales de La Réunion, vous conviendrez donc que tous ces hommes et toutes ces femmes que je vous ai présentés, ce sont quand même des personnages qui sont hors normes, qui sont surprenants, qui sont incroyables, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Hein. Ils ont un parcours qui est vraiment étonnant. Et ils ont tous une stature qui engendre une certaine fascination, et tous, tant qu'ils ont une vie qui méritait d'être racontée de plusieurs façons, que ce soit par des historiens, des romanciers, racontés dans des films, des reportages télévision, etc. Et d'ailleurs, la plupart d'entre eux ont été maintes fois honorés de cette façon. Ils ont tous en commun d'avoir plus ou moins longuement croisé Joseph Lambert, qui lui, par contre, par rapport à eux, est étonnamment très peu connu. Alors, il est connu des historiens, bien sûr. Je pense en particulier à l'historienne Jeanne-Emmanuelle Monnier, qui a écrit un livre sur les frères Lambert, Joseph et Henri. Il est connu des familiers de l'histoire de l'océan Indien parce qu'il est toujours évoqué subrepticement à côté de ses contemporains, mais il est peu connu du grand public. Lambert, il est enterré dans ce petit cimetière, c'est une photo très récente, hein, le cimetière français de Fumboni à Moélie, où beaucoup de Réunionnais sont enterrés d'ailleurs. La plaque d'origine sur sa pierre tombale, là vous avez une photo de Raymond Descaries, vers 1937, il me semble-t-il, qui montre la tombe de Joseph Lambert avec une plaque sur sa tombe, une plaque assez simple. Donc la plaque a été perdue ou volée, elle n'est plus sur la tombe actuelle. Et ma foi, quand on connaît mon attirance, entre guillemets, pour les cimetières un peu abandonnés, les cimetières oubliés, que ce soit celui des lépreux à Saint-Bernard, qui, fort heureusement, a été magnifiquement restauré par Laurent Waro, le cimetière des pénitenciers pour enfants de Villette à Guillaume, le cimetière des jeunes malgaches à Sainte-Marie, le mausolée de Robinet de la Serve qui a failli être détruit, eh bien, ma foi, je trouve que le tombeau de Joseph Lambert ne dépareille pas dans cette liste. Je me demande vraiment comment un homme qui a tellement marqué son temps et qui a autant influencé l'histoire de l'océan Indien et des îles de l'océan Indien, comment est-ce qu'il a pu disparaître ainsi des écrans radars de l'histoire avec un grand H. Et la seule réponse que je trouve, c'est une réponse qui est bien en harmonie avec l'esprit malgache. C'est en fait la malédiction qui a frappé toutes les entreprises qu'il a voulu mener à terme durant sa vie. C'est assez incroyable de voir, et ça continuera dans le tome 2, à quel point à chaque fois qu'il se fixait un objectif, d'ailleurs on a l'impression que c'est ce qu'il aimait, se fixer des objectifs, et qu'il était sur le point de l'atteindre, et bien immanquablement il y avait un maléfice qui le frappait et qui le faisait chuter. Et on peut penser que cette malédiction a perduré après sa mort, et pourquoi pas se dire qu'il aurait peut-être dû, comme la garde rapprochée du prince Rakout, les Menamas, se parer d'oud, c'est les fameuses petites amulettes malgaches qui conjurent les sortilèges. Mais bon, le temps a passé, et maintenant on est au début du XXe siècle, 21e siècle, bon début d'ailleurs, et j'ai l'espoir, donc par ce livre et par le tome qui va suivre, de réhabiliter. Alors, pas du tout un homme exemplaire et vertueux, pas du tout non plus un traitant inhumain et froid comme d'autres voient en lui, mais un homme très complexe, très imparfait, qui était, selon moi, un aventurier avec un grand A. Et alors que là, vous avez une représentation de Moélie, à l'époque de Joseph Lambert, et donc c'est surtout Moélie qui sera le cadre du tome 2, le Mzungu de la Reine, paru avec le duc d'Émyrne. Et je terminerai la conférence sur la photo de la tombe telle qu'elle est actuellement de Joseph Lambert au cimetière de Fumboni. C'est une photo qui a été prise en décembre dernier, hein, une photo assez récente, dans un petit cimetière, bien sûr en mauvais état, mais très bien entretenu par une association, l'association de l'Ordre de l'Étoile de Moélie. Je vous remercie.
supérieur qui servait bien Lambert, parce que du coup il cachait un petit peu ses ambitions toujours pas très avouables sur Madagascar. D'accord, merci. Dominique, ah oui, madame, allez-y. Hop. Les origines de Madame Kaiser, elles sont vérifiées. C'est-à-dire par rapport à sa famille? Je vous remercie, monsieur. Par rapport à sa famille? Vous avez raconté une histoire en 3 ans, elle a fait des choses. Oui. Bah oui, parce que oui. Alors, elle est allée dans tous ces pays-là. Après qu'elle ait chassé le tigre, etc. Là, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a relaté. Et comme elle voyageait gratuitement sur des bateaux qui appartenaient aux Hollandais ou autres, ils ont tout à fait attesté des endroits où elle était allée. Oui, tout à fait. C'était une femme très très étonnante. Peut-être que finalement, dans le portrait que vous dressez de Lambert, qui inonde le ministère d'ailleurs de la marine et des colonies, de demandes justement pour avoir l'autorisation de coloniser Madagascar. Vous avez parlé du protectorat. On a là aussi un exemple très intéressant de la manière dont se produit cette deuxième colonisation que vous avez évoquée, et qui est pour beaucoup, dans beaucoup de cas, comme pour le Tonkin, voire même, et finalement pour l'Algérie, le fait d'aventuriers, de gens exceptionnels qui ne doutent pas d'eux-mêmes et qui font des pieds et des mains. Ce sont des entreprises, finalement, des initiatives privées. Et en ce sens, c'est assez intéressant de voir à quel point ils peuvent, par leur action individuelle ou familiale, leurs appuis, leurs échecs aussi, finalement, ont contribué à peser sur le destin de nations entières. C'est ça qui est étrange. Tout à fait, tout à fait. Et c'est en ce sens d'ailleurs parce que donc, la préface de mon livre a été rédigée par l'historien Laurent Guarot, et c'est ce qu'il souligne, c'est à quel point un homme a pu influer sur l'histoire des îles de l'océan Indien. Et c'est vrai que, bon, ça c'est une image un peu caricaturale que je donne, mais quand je vois comment nous plaignons de subir, entre guillemets, 10h30 de vol pour rejoindre la métropole, Lambert, il a traversé l'océan Indien 22 fois. Vous imaginez, quoi. Il est arrivé à l'île Maurice, il avait 23 ans, il a traversé 22 fois l'océan Indien, parce que, bon, je caricature, mais c'est mince, j'ai oublié de dire ça à Napoléon III, hop, j'y retourne. C'est effectivement assez étonnant. Alors pour faire le rapprochement avec l'Algérie, le Tonkin, c'est vrai aussi que la façon dont ça se passait en Algérie avait beaucoup refroidi Napoléon III, et c'est pour ça qu'il restait aussi très prudent, Napoléon III, par rapport à Madagascar, sans compter que Napoléon III était, de par le fait qu'il s'était réfugié en Angleterre, hein, quand il a été exilé de France, Napoléon III était très proche de la reine Victoria, et donc cette animosité, cette haine et ce combat qu'il y avait entre les Français et les Britanniques dans l'océan Indien, lui le vivait tout à fait, les deux cours entre Londres et Paris le vivaient tout à fait autrement, et Lambert n'a jamais réussi. Il a obtenu un soutien, il a obtenu un soutien surtout financier, commercial, des hommes ont appuyé grâce à Napoléon III ses projets, en particulier le duc de Richemont, donc, qui était le frère de Charles des Bassins. Mais Napoléon III n'est jamais allé, il tenait absolument à ce que toute ouverture que Lambert arrivait à décrocher sur Madagascar soit automatiquement une même ouverture que le gouvernement britannique arrive à avoir. Et ne parlons pas en plus, plus tard, l'épisode du Mexique, qui a encore plus refroidi Napoléon III pour suivre totalement Joseph Lambert et Jean Laborde dans les optiques, le projet qu'ils avaient pour le royaume malgache. Mais effectivement, c'est des hommes étonnants et qui je pense, sont encore plus extraordinaires de par le siècle dans lequel ils vivent. Hein, je reviens à ce que je disais au début, c'est vraiment un siècle passionnant, ce 19e siècle, tout progresse à toute vitesse, tout va beaucoup plus vite.
le train, les bateaux, ça va à une vitesse incroyable. Et pour eux, ils sont dans une harmonie totale par rapport à ce siècle étonnant. Quelqu'un d'autre ? Pour mener tout de même à bien toutes leurs entreprises, j'imagine qu'ils avaient des bataillons complets d'hommes à leurs mains pour réaliser en fait tout ce qu'il y avait comme entreprise sur le terrain. Parce qu'on imagine mal que voyageant, comme tu le dis, ou encore ne serait-ce que participant aux fêtes ici et là, qu'ils puissent vraiment travailler, mettre en place justement les structures industrielles et autres. Oui, la société Lambert avait des représentants à La Réunion. À Madagascar, justement, vers Nosibé, Lambert avait un de ses hommes qui était là-bas pour l'extraction de charbon, puisque Lambert avait besoin de charbon pour ses steamers à vapeur. Tout ceci était vraiment, effectivement, c'était une grande société. Et il avait également un associé qui s'appelait Menon, qui a beaucoup aidé à ce que la société, pas toujours, et loin de là d'ailleurs, de façon claire, nette et positive, mais qui a beaucoup aidé à ce que... D'ailleurs, c'était la société Menon-Lambert. Et un des bateaux de la société Menon-Lambert a été tristement célèbre, puisque le Mascareigne est celui qui a amené le choléra à La Réunion. Et le Mascareigne, ensuite, a été, après l'épisode Lambert, a été un des bateaux à vapeur qui a fait la liaison régulière entre Madagascar et La Réunion pour amener des ébus, pour commercer. Et j'ai découvert dernièrement d'ailleurs que le Mascareigne a subi une tempête terrible au large de Saint-Denis, et le Mascareigne a coulé au large de Saint-Denis. Donc le beau bateau de Joseph Lambert, son premier et très beau steamer qu'il adorait, donc, et par le fond en rade de Saint-Denis. Mais effectivement, la société, d'ailleurs quand la société Menon-Lambert a eu tous les problèmes qu'elle a eu essentiellement grâce aux menées esclavagistes que la société poursuivait. Là, du coup, Joseph Lambert a subi un coup énorme quand même dans son indépendance financière et commerciale. Oui, pardon. J'essaie de comprendre l'attitude de la reine, qui a un degré de méchanceté, il semble être un degré de méchanceté assez particulière. On a compris par rapport à vos explications comment elle a pris cette place. Depuis, il n'y a plus eu d'autres femmes qui ont pris le titre. Si. Après Ranaval Première, il y a eu Ranaval 2, après il y a eu Rassoérine, ensuite il y a eu Ranaval 3. D'accord. Oui. Donc c'était Alors, elle est particulière, la reine Ranaval, parce que elle était très cruelle. Elle pouvait être très cruelle avec son peuple, ou même son entourage. Et à côté de ça, elle était d'un amour infini et sans borne pour son fils, puisque son fils a trempé dans la tentative de coup d'État que Laborde et Lambert ont fomenté contre la reine, qui ne visait pas à tuer la reine, qui visait à l'écarter. Elle était tout à fait consciente que son fils était dans ce complot, mais elle ne l'a jamais dit, elle ne l'a jamais reconnu, et personne ne pouvait dire devant elle que son fils était également dans le complot. Elle avait un amour infini pour son fils. Donc c'était une femme très complexe. Est-ce que c'est clairement de cette façon-là que la religion a réussi, le christianisme a vraiment réussi à percer à Madagascar? Alors c'est surtout les anglicans, d'abord c'est surtout la religion anglicane plus que la religion catholique qui a percé à Madagascar, et qui a percé essentiellement après la reine Ranaval Première, puisque les reines qui ont suivi, donc il y en a se sont convertis à la religion anglicane, et là les missionnaires ont pu rentrer tout à fait sans restriction aucune sur le territoire malgache. Donc les missionnaires anglicans sont rentrés sur le territoire malgache sous Radam Ier. Il y a eu cette transition longue, de 33 années sous Ranaval la Première, où là par contre les missionnaires ne pouvaient officiellement plus rentrer, mais il y avait déjà eu des conversions dans le peuple malgache. Et ensuite, à la mort de Ranaval la Première. Mais dans la longue parenthèse de Ranaval la Première, ils ont risqué vraiment sa vie à être chrétiens.
haut placé ou bas du peuple, hein, peu importe. Une question plus personnelle peut-être, pour écrire un tel ouvrage, 2 tomes qui plus est, tu as dû brasser des kilos et des kilos d'archives. Et donc comment, ça c'est la question plus précise, comment, à partir justement de ces archives-là, composes-tu ton ouvrage? Ah oui, des kilos d'archives, il y en a beaucoup, parce que c'est pas du tout... Enfin, c'est un personnage pas forcément connu du grand public, mais c'est pas du tout un personnage méconnu de l'histoire et des archives. Joseph Lambert, en plus, il a croisé tellement de personnages importants qu'on a beaucoup de documentation sur lui. Moi, j'ai travaillé aux archives à Maurice, je suis allée à Tananarive, j'ai passé 10 jours à Tananarive aux archives malgaches, où ils ont été vraiment très très gentils. D'ailleurs, je suis allée à Redon pour humer un peu l'air d'origine de Lambert, et puis et même aux archives de l'île de la Réunion, aux archives d'Aix-en-Provence. Après, il faut se fixer... Il faut se fixer une ligne, parce qu'en plus, nous, en tant qu'auteurs, les éditeurs n'aiment pas qu'on fournisse des livres trop importants. Donc déjà, mon écrit originel est le double que les 2 tomes que j'ai réalisés. Donc il a fallu que je réduise énormément, ce qui est une tâche abominable, parce que réduire une fiction, bon, limite... je raye de la liste tel personnage, l'autre je le fais pas apparaître, mais là c'est l'histoire. Donc ça a été une tâche très très ardue, et je voulais en plus donner autant d'importance à Madagascar qu'à Moélie, donc aux Comores. Voilà pourquoi j'ai aussi usé de cette succession dans les 2 ouvrages de petits chapitres relatant les dernières heures de Joseph Lambert, qui alternent avec des longs chapitres sur le destin de Lambert de Redon jusqu'à Tananarive. Et puis, il a bien fallu également que je prenne position sur Lambert. Ça, quand on écrit une biographie romancée, l'auteur peut se permettre de prendre une position par rapport à Lambert. Donc Joseph Lambert, d'abord parce que j'ai du mal à écrire sur quelqu'un que j'aime pas, premièrement. Donc je pense au final l'avoir présenté sans gommer ses défauts énormes, l'avoir présenté de façon assez positive, ça je reconnais, mais je pense aussi que le rédactionnel est tel qu'on peut avoir l'opinion inverse et le ressentir de cette façon-là au bout des 2 tomes. Mais autrement, il y a évidemment des parties de son histoire que j'ai été obligée d'occulter plus rapidement, en particulier son mariage à Nantes, où je suis passée plus rapidement. J'ai été obligée également de passer sur le destin de certains des membres de sa famille, qui étaient des destins étonnants aussi, comme Paul, son frère, qui était dans la marine marchande et qui est décédé de naufrage de son bateau au large, enfin entre la Réunion et l'île Maurice. Voilà, il y a certains personnages qui pourtant étaient des personnages qui ont influé sur le caractère de Lambert et sur sa destinée, que j'ai été obligée un petit peu de sacrifier par la force des choses, parce que j'avais mon éditeur qui me tannait pour arriver à un format de livre de 2 tomes de 300-330 pages, puisque paraît-il que maintenant les lecteurs ne veulent pas lire un livre au-dessus de 300-330 pages. Il faut toujours que l'auteur arrive à être un peu en harmonie avec les desiderata de l'éditeur, qui lui est plus dans une approche commerciale. Juste un petit point justement qui me revient, puisque tu reparles de mariage, là, il me semble que tu as évoqué 3 mariages. Il était... Pour la Borde. C'est la Borde, d'accord. Mais pour il était polygame ou bien non, elles sont décédées. Ah, Non, puis il les a pas tuées non plus. Non, la Borde. Okay. Alors, officiellement, il était marié avec 3 femmes. Après, il pouvait avoir plusieurs compagnes. Mais... Non, pardon, je dis Lastel, pas la Borde. Lastel a été mariée avec Victoire Siza, et la dernière, donc la 3e épouse, c'était Juliette Fiche. Ok. Alors, comme nous venons de parler de l'ouvrage, je bats encore ma coulpe. C'est une bêtise, vous savez, quand on voyage, on n'a plus trop la tête. Bref, ça ne fait rien.
S'il en est parmi vous qui veuillent acquérir l'ouvrage, ce serait bien que vous donniez votre nom. Et ce que je ferai moi, c'est lors des prochaines conférences, j'apporterai les ouvrages naturellement. Christine, par exemple, tu voudrais prendre les noms des personnes qui voudraient acquérir les ouvrages, hein? Voilà. Donc voilà, vous voyez avec Christine qui voudra bien prendre votre nom. Et je répète, hein, lors des prochaines conférences, j'apporterai les ouvrages en question. Oui, madame? Excusez-moi, mais on le trouve chez Autrement, de toute façon. Oui, de toute façon, il est dans toutes les librairies, parce que contrairement à mes livres précédents, cette fois c'est un éditeur de métropole, donc il est à la FNAC, il est à Autrement, il est dans toutes les librairies. Oui. Et si je vous dis, si par aventure vous êtes proche du portail Saint-Leu, pas ce samedi-là, mais samedi d'après, donc ça doit faire le 26, j'y suis en dédicace au Centre culturel Leclerc le samedi après-midi, et le premier samedi de mars à la FNAC Sainte-Marie. En tout cas, merci Pascal, parce que tu nous as fait passer une excellente soirée, vraiment. Là, on se prenait à rêver, quelque chose d'extraordinaire. Bon, nous étions une quarantaine de personnes, c'est pas rien, on va dire. Exactement. Surtout dans ces circonstances. Je vous invite bien sûr à continuer de participer à ces conférences-là. Ah, tiens, juste un coup, ça se ressuscite, d'accord. Et la prochaine, vous l'avez sur le programme qui vous a été distribué. Je crois qu'elle a lieu le 1er mars ou quelque chose comme ça. Le 1er mars, vous êtes évidemment conviés et ne manquez pas de venir avec vos amis parce qu'il y a toujours à apprendre aux amis de l'université, n'est-ce pas? Nous sommes là pour diffuser la culture, la connaissance, et Pascal a été un excellent exemple pour vous dire que toutes ces recherches et autres, il convient évidemment de sortir de la poussière des archives pour que vous sachiez, en particulier aujourd'hui, l'histoire de Madagascar. Donc ceux et celles qui ne seraient pas adhérentes des amis de l'université, je vous convie naturellement à aller sur le site pour adhérer, de façon à ce que vous soyez prévenus de tout ce que nous faisons. Et entre autres, je vous signale que à la fois nord, sud et ouest, il y a des cours d'histoire de l'art remarquables et je vous invite à vous y inscrire pour que chaque semaine vous découvriez un des grands artistes de notre humanité. Voilà, puisque cette année, on ira même jusqu'en Russie. Ça sent le souffle à la Russie, hein, ces jours-ci. Bref, Souskine et compagnie, enfin pas Souskine, excusez-moi, et compagnie, donc seront présentés lors de ces cours-là. Voilà, merci d'avoir été avec nous, merci de continuer à être avec nous, merci d'aider les amis universitaires en faisant venir d'autres personnes que vous. À bientôt donc, bonne soirée.